Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. C'est accompagné d'une forte délégation que le président de la République, Issoufou Mamadou, s'est rendu très tôt ce matin sur les chantiers du 3e pont en construction. Ce pont, le 3e du genre de la région de Niamey, va relier Goudel au quartier Harobanda. Après avoir reçu d'amples explications sur l'état d'avancement des travaux, le président de la République s'est adressé à la presse. Les travaux avancent normalement. L'entreprise est à 70% du taux d'exécution et pour un délai contractuel consommé de 72%. Donc il n'y a pas beaucoup de retard, je dirais, par rapport aux engagements pris par l'entreprise qui initialement devrait terminer ce chantier au mois de juin, mais compte tenu d'un certain nombre d'impératifs, d'un certain nombre d'obstacles rencontrés par l'entreprise, les travaux seront probablement terminés au mois de septembre de cette année. Donc je me réjouis en tout cas de la qualité des travaux sur ce chantier. Et je me réjouis de ce que des jeunes Nigériens ont pu trouver des emplois et puis ont pu apprendre aussi un métier, parce que ce genre de chantier est toujours une occasion de transférer la technologie des pays avancés vers nos pays. Donc il y a près de 400 jeunes qui sont actuellement sur le chantier. Il arrive d'ailleurs que l'effectif monte à 800, mais aujourd'hui il y a 400. Donc je me réjouis vraiment de la qualité des travaux et c'est l'occasion de remercier la République populaire de Chine qui finance, comme on le sait, ce 3e pont après avoir financé le 2e pont. Donc cela montre l'excellence et la qualité de la relation entre la Chine et le Niger. Et cela n'intervient pas que dans le domaine des infrastructures, c'est dans tous les domaines que nous avons des relations, y compris dans le domaine énergétique, notamment le pétrole, comme vous le savez. Les travaux de construction de ce 3e pont, qui portera le nom du général Seyni Kounché, avancent normalement et il sera bientôt réceptionné, même si pour certaines raisons, la réception n'est pas intervenue conformément au délai prévu. Et une fois réceptionné, ce 3e pont viendra s'ajouter aux 2 autres déjà existants et qui desservent les riverains du fleuve Niger. C'est pour mettre fin à certaines spéculations et clarifier les choses sur les résultats d'un audit passé au ministère de la Défense nationale que le comité exécutif du Parti Rose a décidé de mettre les points sur les i. Un nouveau tournant avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'un élément sonore contenant des propos du ministre de la Défense nationale relatifs aux résultats d'un audit portant sur la gestion de ce ministère. L'audit en question, faut-il le rappeler, a été commandé par le président de la République qui, en nommant Issoufou Katandé à la tête du ministère de la Défense nationale, l'a expressement chargé d'assainir une gestion financière qui, manifestement, en a grandement besoin selon ce qu'il en savait. Faut-il également rappeler qu'à l'état actuel des choses, le rapport de cet audit est provisoire et que la prochaine étape de son cours consistera, conformément aux dispositions légales pertinentes dans le droit des acteurs mis en cause, d'y porter leurs contradictions au moyen de tous les éléments de justification en leur possession. C'est seulement après cette étape cruciale que le rapport de l'audit sera définitif et que son contenu revêtira
une forme achevée. Tout ce qui sera fait par la suite est défini par une législation très précise à cet égard. Faut-il enfin rappeler que les propos du ministre Katambé, dont il est question, étaient des propos tenus en cercle restreint, enregistrés à son insu. Comme tous les propos tenus en pareilles circonstances, nullement destinés à une diffusion publique, ils ont pu revêtir par moments un caractère quelque peu excessif. C'est sur la base de ces éléments qu'une grande campagne de dénigrement s'est mise en place faisant le procès du régime et de notre parti sur le thème de la corruption, non plus seulement supposée, mais tout simplement avouée. Malgré cette situation singulière, la situation sécuritaire reste sous contrôle. Il l'a fait en accroissant les effectifs de forces de défense et de sécurité. Ainsi, de 2011 à nos jours, les effectifs de l'armée sont passés de 1803 à 24 457, ceux de la gendarmerie de 5320 à 7784, ceux de la garde de 6989 à 10 603 et ceux de la police sont passés de 4272 à 10 621. Il l'a fait en améliorant substantiellement les salaires et le régime des primes et indemnités des personnels des forces de défense et de sécurité. Il l'a fait en améliorant radicalement leur équipement. Le nombre et la qualité des véhicules dont disposent aujourd'hui les FDS sont des choses ostensibles, même pour l'observateur le plus distrait. Ce sont plusieurs centaines de véhicules qui sont quotidiennement en patrouille sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans les zones d'insécurité ou les zones paisibles. Il n'y a que sous notre régime qu'ont été acquis des avions de chasse ou des hélicoptères de combat sortis d'usine. Jamais notre armée n'avait auparavant disposé de centaines de véhicules blindés. Malgré l'accroissement des effectifs, malgré jamais l'habillement des forces n'a été d'aussi bonne qualité, ni le ratio homme-arme aussi élevé. Un tel ratio n'a jamais été atteint par le passé. Si notre armée a connu des revers douloureux à Inates et à Chinagodar, ce n'était nullement dû à des problèmes d'effectifs ou d'équipement, comme le soutiennent certains qui ont l'indécence de faire de la politique, même avec le drame des autres. Hormis les domaines sécuritaires, la santé, l'éducation, les infrastructures, la modernisation des villes ou encore l'énergie ont été une véritable préoccupation pour le président de la République, Issoufou Mahamadou. Suite à la publication par le gouvernement d'un communiqué à l'issue de l'audit mené au ministère de la Défense, le bureau de l'Association des jeunes avocats du Niger, fidèle à sa tradition, s'est réuni ce jour, 2 mars 2020, et fait la déclaration suivante. L'AJAN relève avec consternation qu'en dépit de la gravité exceptionnelle des faits, le gouvernement semble se complaire de simples remboursements, occultant de ce fait l'aspect délictueux que pourraient revêtir les manquements relevés dans cet audit. L'AJAN comprend que la saisine des juridictions est relayée au second plan et ne sera envisagée qu'en cas de résistance. L'AJAN rappelle au gouvernement que les biens publics sont sacrés. Toute dissipation, soustraction ou tout autre usage illicite d'un bien public est constitutif d'infraction. L'AJAN se fait également le devoir de rappeler qu'en l'état actuel de notre législation pénale, nulle infraction ne peut être excusée, ni la peine mitigée que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable et permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. Article 50 Code pénal. L'AJAN rappelle aussi que le remboursement partiel ou total n'est pas une cause de non-imputabilité, mais de simples circonstances atténuantes pouvant aller jusqu'au sursis de la peine qui aura été prononcée contre la personne confondue, l'infraction demeurant par ailleurs, et que la mesure de la peine relève exclusivement du juge,
donc du pouvoir judiciaire. Par conséquent, l'AGAN invite le gouvernement à transmettre le dossier aux autorités judiciaires compétentes, en particulier le pôle spécialisé en matière économique et financière, près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, présentant des garanties d'impartialité et d'indépendance, afin que les personnes soupçonnées puissent se défendre librement, sans crainte ni menace. L'AGAN ne ménagera aucun effort pour défendre les principes fondamentaux sur lesquels repose l'état de droit, notamment la séparation des pouvoirs, le droit à un procès équitable, les droits de la défense et la présomption d'innocence. Conscient que le rejet de l'impunité est le caractère de tout régime démocratique, par opposition au régime despotique, que la lutte contre l'impunité étant même consubstantielle à la démocratie, les jeunes avocats du Niger resteront mobilisés pour déjouer toute entreprise tendant à décrédibiliser l'institution judiciaire, dernier rempart contre l'arbitraire et l'impunité. Enfin, l'AGAN lance un appel à l'ensemble des citoyens nigériens de rester plus que jamais mobilisés afin que force reste à la loi. Découverte en Chine, l'épidémie du coronavirus se propage rapidement. Elle est devenue une préoccupation pour le gouvernement nigérien. Pour y faire face, des mesures de précaution sont en train d'être prises. Il s'agit, comme cela a été déjà dit, de cette terrible maladie qu'on appelle le coronavirus Covid-19. Le nom même ne nous est pas très simple, nous autres profanes. Et il s'agit au cours de cette séance de faire appel aux spécialistes du domaine pour nous édifier davantage sur les tenants et les aboutissants de cette épidémie, de cette pandémie, j'allais dire, et permettre au président de la République et au gouvernement du Niger de faire face à ce défi, à ce grand défi. Ce n'est peut-être pas la première fois que ce genre de situation s'est produit. On a connu effectivement des cas presque similaires, mais là, et le Niger s'est plutôt bien tiré d'affaire. Mais là, il s'agit d'une question très inquiétante parce que depuis que la République populaire de Chine l'a annoncé en fin décembre 2019, cette maladie se propage à une grande vitesse à travers le monde. Les voyageurs seront surveillés et il y aura des mesures sur les frontières les plus proches, a déclaré le ministère de la Santé publique. L'opinion, en tout cas nationale et internationale, de la situation en général, qui sera faite par l'Organisation mondiale de la santé à travers sa représentante, informer des activités réalisées dans le cadre de la préparation du Niger à la riposte face à cette pandémie et de présenter le plan de la riposte en ce qui concerne le Niger. Le compte de commerce de l'équipe prend en charge tous les mouvements. Au cours de cette visite-là, le terrain, en plus de ce que vous avez fait venir à l'aéroport, vous avez également pris le spécial en termes de qu'est-ce qu'il nous faut pour sauver les voyageurs. Donc le premier élément important, c'est d'avoir d'abord le thermomètre. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé a brossé la situation des pays touchés par cette virulente maladie. Lors de la quarantaine, comme l'a si bien dit le secrétaire général, les personnes qui apportent la nourriture, les personnes qui viennent faire les soins, si elles-mêmes ne sont pas protégées, sont à grand risque pour avoir la maladie.
Les recommandations également que l'Organisation mondiale vient de sortir, c'était de ne pas systématiser cette quarantaine parce que ça peut également devenir, quand beaucoup de gens se retrouvent en quarantaine, ça peut être une source de transmission. Donc pour le Niger, pour le moment, le comité, après l'incident dont a fait part le secrétaire général, même s'il y a la villa, les recommandations, c'est beaucoup plus l'auto-quarantaine, c'est-à-dire les gens restent chez eux. Mais il y a également les inconvénients dont il a parlé. Évidemment, il y aura des cas qui devront aller dans la villa dont il a parlé. Donc, ces aspects, nous sommes tout à fait au courant de ça et ils sont pris en compte par le comité. Pour la température, bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à la température, mais je pense que je n'ai pas vu quelque part où on dit qu'il subit, en dehors des rumeurs, d'après ce que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas dit qu'il survient, si la température est élevée, il tue le virus, mais on nous recommande beaucoup plus de laver régulièrement les mains, nettoyer les surfaces. Espérons que des vaccins de lutte contre le coronavirus vont être découverts dans les plus brefs délais pour limiter la propagation de cette épidémie qui a déjà fait trop de ravages. Ce rassemblement des populations du canton de Liboré vise à sensibiliser les militants du MPR Jamouria sur la vie du parti et le renouvellement des bureaux. Il nous a été demandé au niveau du bureau politique national le renouvellement de toutes les structures de la région de Tillabéri pour préparer le futur congrès du MPR Jamouria. Donc c'est à ce titre que la commune de Liboré a décidé de faire ce matin un meeting d'information et de sensibilisation pour sensibiliser tous nos militants qu'il y aura le renouvellement des bureaux. Et vous savez que le MPR a été créé pratiquement 3 à 4 mois avant les élections passées. Donc c'est pour ça qu'on a des villages qui n'ont pas de bureau du MPR. Mais malgré tout ça, les élections passées, Liboré est la première commune en voie dans tout le département de Kolo. C'est pour ça que la commune a décidé aujourd'hui de se réorganiser pour pouvoir sensibiliser toute la population de la commune de Liboré pour l'intérêt qu'ils ont à supporter le parti qui a eu le plus de voix dans le département de Kolo au titre du MPR Jamouria dans la commune de Liboré. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons réuni par village des représentants pour venir les sensibiliser et leur expliquer que nous allons très bientôt renouveler tous les bureaux, implanter des nouveaux bureaux et Dieu merci, vous avez vu, tous les villages ont répondu présent et ils nous ont rassuré que dans les villages où on n'a pas de bureaux, on va mettre des bureaux et les villages qui ont des bureaux, ils disent qu'il faut qu'on leur multiplie 2 à 3 bureaux dans ces villages. En prenant la parole, le président du parti Jamouria de la commune de Liboré a remercié tous ceux qui ont répondu présent à cette grande rencontre et invite par ailleurs les uns et les autres à adhérer aux idéaux du parti tout en cultivant la cohésion et l'engagement. C'est une réunion d'information sur la vie de notre parti et le déroulement, ce que l'État nigérien a retenu en tout cas en vue des prochaines élections. Donc il faut apporter l'information à ses militants, à ses sympathisants et à tous ceux qui veulent adhérer au parti Jamouria. Donc il y a le renouvellement des bureaux bientôt à travers toute la commune dont je suis le président. Donc on est en train d'attendre tous ceux qui veulent venir, la porte est ouverte pour en tout cas Jamouria, la porte est ouverte, il n'y a pas en tout cas d'exclusion. Les autres partis qui sont venus seront les bienvenus. Mon attente c'est que d'abord à travers notre parti que la paix soit installée au Niger, que notre parti soit le plus grand parti. Mon attente c'est que tous ces gens qui sont venus, mon attente, qui répondent massivement le jour des élections et qu'à travers les urnes, qu'on retrouve l'effort fourni. Vraiment, c'est mon attente parce que tout celui qui milite, il veut être premier. Et je pense que dans mon canton, dans notre canton, Jamouria a son mot à dire.
par cet acte, le canton de Liboré vient de se conformer à une des directives du parti Jamouria et dans tous les prochains jours, tous les bureaux seront renouvelés au parti Jamouria de poursuivre, permettant ainsi au parti Jamouria de poursuivre sa quête du pouvoir aux échéances de 2020-2021 au Niger. Cette rencontre a été initiée par le Premier ministre pour discuter, selon ce qu'il a dit devant vous, que c'est pour mettre un espace en place, un espace de discussion, peut-être même de dialogue avec des organisations de la société civile, qu'elles soient des organisations nationales ou internationales qui œuvrent ici, pour voir en fait, voilà, parce qu'ils considèrent que ces organisations ont un rôle important dans le développement, quelles sont leurs façons de faire, etc. et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est un peu dans ce sens qu'il avait convoqué. Évidemment, en introduction, on sait que le ministre du Développement communautaire a fait une sorte de situation, d'état du lieu, rappelant que notre pays dispose un nombre important d'organisations nationales et internationales qui travaillent ici, que ces organisations évidemment mobilisent des ressources qui ne sont pas négligeables. Il a parlé d'à peu près 130 milliards que les organisations mobilisent, n'est-ce pas? Et il a parlé également de ce que l'État essaye d'apporter, notamment en termes d'exonération, à peu près 2 milliards et quelques, etc. Puis, parlant de tout ça, il a aussi après souligné que la sphère associative a aussi des problèmes et il a estimé qu'il faut que le gouvernement essaye de faire un travail d'assainissement dans ce secteur-là. Et donc, parlant de points, des points de préoccupation pour le gouvernement, il a évoqué la question de la traçabilité de financement des organisations. Donc voilà en fait de quoi il était question. Non, d'abord le Premier ministre, il est Premier ministre chef de gouvernement depuis pratiquement 9 ans. Il n'a jamais eu l'idée de faire une rencontre avec des organisations de la société civile pour discuter aussi bien sur leur apport dans le domaine du développement, mais aussi des problèmes que ces organisations soulèvent, notamment les revendications autour desquelles les gens se battent. Il n'a jamais eu à faire. Et nous avons saisi l'occasion de cette rencontre pour lui rappeler justement que en fait, c'est maintenant à la fin qu'il essaye de mettre en place un espace soi-disant de discussion, alors que nous voyons très clairement que le gouvernement prend des mesures allant dans le sens de restreindre l'espace civique. Combien de manifestations ont été interdites, etc. Et même l'espace associatif, les textes qui régissent cet espace-là sont des textes qui datent des années 80. Donc c'est des textes qui sont obsolètes, mais on continue à appliquer ça. On parle d'organisations qui existent, n'est-ce pas? Mais vous avez aussi des centaines de dossiers qui sont déposés au niveau notamment des ministères pour obtenir de la reconnaissance juridique, comme on dit, ou la reconnaissance administrative, mais rien n'a bougé. Parfois ça ne bouge pas, ça bouge lentement. On sait comment ça se passe et c'est éminemment très grave. Et nous sommes normalement dans un régime de déclaration, mais le gouvernement de fait est en train de transformer ça en un régime d'autorisation. C'est la même chose pour les manifestations et tout ça, et nous avons d'ailleurs profité de l'occasion pour dire au Premier ministre que dans les prochains jours, nous comptons manifester et que donc nous espérons qu'ils vont prendre acte de notre volonté de manifester et qu'il n'y aura pas d'entrave à l'exercice des libertés constitutionnelles.
L'implication des femmes dans le processus politique au Niger, c'est le thème de cette conférence et débat organisée par le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD en vue d'améliorer le taux de participation des femmes aux échéances électorales de 2020-2021. Notre appui, le troisième si je dirais, concerne la redevabilité, la promotion de la redevabilité autour des industries extractives. Voilà les activités clés du PAGOD. Et nous sommes dans une phase transitoire parce que les activités ont démarré en juin et jusqu'au 31 décembre 2019, c'était la phase préparatoire, identifier les activités, un peu tâter le terrain. Maintenant, de janvier à février, donc jusqu'à demain, c'est une phase transitoire, mener quelques activités qu'on a identifiées qui ont été porteuses, notamment la conférence publique avec les jeunes et les femmes, mais on a prévu aussi un débat télévisé avec les leaders politiques autour du dialogue politique. Peut-être ça va intervenir demain, nous attendons les acteurs politiques. Les échanges seront riches, a affirmé la représentante de Kongafen, Amina Nyandou, vu la diversité des participantes. Et cette diversité va nous permettre de mener à bien la conférence sur l'implication de la femme dans le processus politique au Niger. La conférencière, comme l'a dit le représentant du PAGOD, est une femme engagée d'abord avant d'être en sa qualité à laquelle aujourd'hui elle est conférencière. Elle est secrétaire exécutif de l'Observatoire national pour le genre, qui est une structure qui est créée auprès de la primature du Niger et qui a pour mission de veiller sur l'effectivité du genre à tous les... Présente à cette conférence, les participantes se disent très satisfaites de cette conférence débat. Le thème bien à point nommé pour ces jeunes dames, comment participer à la vie politique de son pays. Et nous avons ensemble, nous avons suivi ensemble la conférencière qui a relevé un certain nombre de constats par rapport au blocage des femmes dans la vie politique de notre pays. Entre autres, elle a relevé l'esprit de supériorité de l'homme et au niveau de la femme, c'est l'esprit d'infériorité. Elle a aussi relevé d'autres blocages à l'endroit de la femme. Et la solution, elle a donné, c'est surtout comment c'est la scolarisation de la femme et l'alphabétisation des femmes. La faute ou le problème provient de l'homme nigérien surtout, qui n'est pas prêt à accepter la femme d'égal à égal. Et nous, quand on dit l'égalité entre l'homme et la femme, ce n'est pas une égalité absolue que nous cherchons, nous. L'égalité de chance et de traitement. Nous avons été à l'école, nous avons fait le même banc, peut-être j'étais même la meilleure en classe, et parce que vous êtes homme, vous avez vraiment la meilleure place. Moi, je suis femme, je suis reléguée au second rang. C'est tout ce qu'on cherche, l'égalité de sexe. Pas une égalité absolue. Jusqu'à l'éternité, la femme ne sera jamais égale à l'homme. Si on laisse la femme oser, il faut aussi l'accompagner. Ça ne sert à rien d'être éduquée et de rester à la maison. La majorité des jeunes filles diplômées sont à la maison parce qu'elles font souvent face à des propositions indécentes de la part de la jeune masculine. J'aimerais voir toutes les jeunes filles diplômées vraiment créer leur propre entreprise et travailler pour eux-mêmes. À travers cette rencontre, le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD entend rehausser le taux de participation des femmes dans le processus politique au Niger. Ils sont au total 50 candidats qui ont été déclarés admissibles suite au concours des spécialistes en matière de douane. Et cela fait 16 mois que ces candidats admissibles à ce concours attendent leurs résultats définitifs. Et après une première sortie, les candidats reviennent encore à la charge, réclamant la prise de l'arrêté définitif. Ça fait une année que nous avons fait ces différents concours. Et une année après, on n'a aucune information au sujet de ça. Nous avons eu à vous donner les détails, à vous faire la genèse de toute l'histoire de ces concours.
dernièrement. Donc franchement, c'est afin de nous élucider, afin que le ministère nous élucide par rapport à nos différents concours, que nous éclaire par rapport à de l'état de l'avancement de nos différents concours, que nous nous sommes dit de bien vouloir une fois de plus revenir. Nous avons beau entendu, on vient au ministère, on nous dit, ils ont instruit la direction générale de faire les choses. On va à la direction générale des douanes, on nous dit non, c'est le ministère qui ne décide toujours de rien. On ne comprend pas à quel jeu est-ce qu'on joue avec nous. C'est pourquoi dernièrement on était à la DGD, rien que le vendredi passé, on avait eu à rencontrer un des inspecteurs principaux. Il nous a dit, on lui a dit qu'on a eu écho que le ministre a eu à leur envoyer une correspondance pour finir avec notre histoire, notre histoire de concours. Il a été comme ça avec nous. Il nous a dit, bon, écoutez, à chaque fois que le ministre a envoyé une correspondance, il se fait vague, il n'est pas précis, il dit d'analyser la situation. Et quand on te dit d'analyser, ça peut prendre 1 année, 2 années, 3 années. Mais ça, c'est quel jeu? On ne comprend pas, franchement. On ne comprend pas. Tout de suite, on est là. Certains de nous sont d'ailleurs de l'autre côté. On a été reçus par le directeur de cabinet du ministre. Donc c'est toujours le statu quo. Ainsi, ces candidats frustrés de la longue attente dans laquelle ils se sont retrouvés 16 mois après leur admissibilité sont soucieux et impatients de connaître le sort qui leur sera réservé. En politique, le journal La Griffe nous apprend dans sa parution que dans une déclaration publiée le samedi 29 février dernier, 10 députés du mouvement patriotique pour la République Imper Jamhouria ont apporté leur soutien au président de leur parti, M. Albade Abouba. Nous, députés membres du MPR réunis ce jour, apportons un démenti absolu à toutes les allégations formulées par 3 députés membres du groupe parlementaire à l'endroit du président du parti, son Excellence Albade Abouba, ont indiqué les 10 parlementaires. Le journal ajoute qu'ils ont aussi tenu à informer les militants de leur parti et les Nigériens de leur ferme désapprobation de la déclaration de leurs 3 camarades et de leur soutien indéfectible et sans réserve au président Albade Abouba. Au courrier d'ajouter que ce retour au bercail de ces militants de Jamhouria est un acte hautement politique et salutaire pour le parti. C'est un sursaut d'une hauteur de vue qui confirme le leadership de Albade Abouba, un retour à la case Jamhouria qui, selon le confrère, prend une forme de résurrection pour le parti et son leader. Un retour au bercail qui sans doute donnera une chance au parti de s'affirmer davantage sur l'échiquier politique national pour relever le défi en 2021 et ce sous les titres Imper Jamhouria, la plaie se cicatrise. Toujours sur le plan politique, l'on parlera de la sortie médiatique du PNDS Tareya à propos de l'audit du ministère de la Défense. Le républicain s'exclame en gros dans ce titre que le PNDS Tareya remet les pendules à l'heure. Ainsi, l'on apprend du journal que dans sa déclaration, le comité exécutif du parti au pouvoir a sans embâche apporté son soutien au chef de l'État et au ministre de la Défense dans leur détermination à nettoyer les écuries de Jas au sein de ce département de souveraineté. Le comité exécutif national du PNDS Tareya, avec la force des arguments qu'on lui reconnaît, a martelé que le comité exécutif national du PNDS Tareya salue l'initiative du président de la République de procéder à cet audit, lequel n'est pas au demeurant un cas isolé. Il l'encourage à traiter ce dossier conformément aux dispositions légales pertinentes et l'exhorte à lutter de façon implacable contre la corruption et les détournements des deniers publics dans tous les compartiments de l'administration de l'État et ses démembrements. Mais le courrier, lui, voit à travers cette déclaration que le comité exécutif national du PNDS Tareya se trouve entre peur bleue et volonté morbide de faire barrage à la procédure judiciaire. Faut-il le rappeler qu'à l'état actuel des choses, le rapport de cet audit est provisoire et que la prochaine étape de son cours consistera, conformément aux dispositions légales pertinentes dans le droit des acteurs mis en cause, d'y porter leurs contradictions au moyen de tous les éléments de justification en leur possession. Lit-on selon le confrère de la déclaration rendue publique par le comité exécutif national du PNDS Tareya le 4 mars 2020. Par ces mots, le journal écrit que les barons du PNDS veulent prétendre qu'il est tôt, voire précipité en porte-à-faux avec le droit des mis en cause de pouvoir se défendre, de prendre une quelconque décision à leur encontre. Outre que les Nigériens à ce stade n'ont demandé que l'ouverture d'une instruction judiciaire à même de situer les responsabilités et de fixer l'opinion sur l'ampleur réelle de la prédation des fonds de l'armée détournée, le comité exécutif national du PNDS a
pris le contre-pied du gouvernement qui a pris la décision depuis le 26 février 2020 de faire rembourser les montants indûment perçus soit en raison de surfacturation, soit au titre de paiement de services et livraisons non effectués ou partiellement effectués. Au journal La Griffe de rapporter qu'aussitôt rendu public, ce communiqué du gouvernement a suscité une vague de réactions au sein de l'opinion nationale. À travers les médias traditionnels et les réseaux sociaux, de nombreux Nigériens ont vivement réagi en reprochant au gouvernement de vouloir soustraire les personnes impliquées dans le détournement des fonds de toute poursuite judiciaire. Des structures organisées ont aussi donné de la voix en exigeant qu'au-delà du remboursement des fonds détournés, toutes les personnes mises en cause soient traduites devant les tribunaux. Mais plus loin dans ces colonnes, le journal Le Courrier écrit que c'est fini. Le scandale est enterré. Aux Nigériens, rien que leurs yeux pour pleurer. À cela s'ajoute, selon le journal, les clarifications du ministre de la Justice qui, pendant que les déclarations fusent de partout pour réclamer des poursuites judiciaires conformément à la loi, sort l'argument du bénéfice du sursis qui consiste à ne pas engager de poursuite si les mis en cause remboursent l'argent détourné. Or, en temps réel, selon le Nouveau Républicain, du moment où la procédure de l'audit suit son cours, le ministre en question était censé garder silence jusqu'à ce que les révélations soient établies par l'audit qui, par le cours normal des choses, traduira à qui il reviendra de se prononcer sur la question. L'on sait bien, selon le confrère, qu'en matière judiciaire, lorsque de tels délits sont commis et que les faits révélés s'avèrent vrais ou sont constitués, et même lorsque ce n'est pas le cas et que l'accusation est fondée, le prévenu est censé, selon le journal, comparaître devant le juge. Après cette phase, le journal nous apprend que ce sera au juge de rendre une décision judiciaire conformément au texte en vigueur. Alors le confrère se demande pourquoi se précipite-t-on sur la question et pourquoi anticipons-nous le processus judiciaire, car pour le confrère, prendre une décision autre que celle prévue par les textes en vigueur reviendrait à remettre en cause l'indépendance de la justice. Et à propos du même sujet, Le Monde d'aujourd'hui écrit dans ses titres « Vérité contre mensonge », Dr Amadou Boubacar Hassan remet Moro Amadou dans ses petits souliers. Après la sortie du gouvernement pour annoncer les mesures prises à l'encontre de ceux qui ont été mis en cause devant la désapprobation de la majorité des Nigériens, le ministre de la Justice est sorti pour tenter de clarifier la position du gouvernement en donnant les arsenaux juridiques qui autorisent à prendre les décisions édictées. Le ministre Moro Amadou dira en substance que c'est la loi pénale du Niger qui le dit prioritairement. Tous ceux qui remboursent n'encourent que le sursis en matière de détournement des deniers publics. Cette sortie de l'ancien membre de la société civile a amené le constitutionnaliste Hassan Boubacar à faire un véritable réquisitoire, écrit le confrère qui poursuit. Il commencera par dire que le ministre de la Justice, d'ordinaire très prolixe de nature, a été très laconique, écrit le journal qui précise que c'est la preuve qu'il ne dit pas la vérité. Il précisera qu'au terme des dispositions de l'article 123 du Code pénal, on dit que le bénéfice de la loi sur le sursis pourra être accordé avant jugement au prévenu qui restitue la totalité de la valeur estimative en argent des biens détournés, dissipés ou soustraits. En réalité, précise le confrère, c'est avant jugement et pour qu'il y ait jugement, il faut qu'on engage une poursuite judiciaire. Par conséquent, le journal écrit que ce que le ministre a dit n'est pas vrai. Le détournement des deniers publics est une infraction qui nécessite des poursuites. Alors pourquoi attendre le refus de paiement pour poursuivre, s'interroge le confrère. Mais pour le canard déchaîné, ces différents audits enclenchés par le président de la République participent à cette volonté de ne pas laisser s'installer l'impunité en République du Niger. Et pour ce qui concerne l'éducation, le Nouveau Républicain rapporte que l'école nigérienne n'a jamais sans doute été mal lotie. Elle continue à dégringoler dans l'insouciance d'un gouvernement qui semble dénier au secteur de l'éducation le privilège de levier essentiel du développement durable. Les universités publiques en particulier ont connu un recul indescriptible. Et depuis quelques jours, le personnel enseignant ont entamé une troisième série de grèves. Ils viennent d'entamer une nouvelle grève de 2 mois cette fois-ci. Comme pour jeter de l'huile sur le feu, le ministre de l'Enseignement supérieur n'a rien trouvé de mieux à faire que d'instruire le recteur pour un recrutement de vacataires. Une décision limitée qui, selon le confrère, ne fera qu'envenimer une situation explosive. Les dits vacataires ne pouvant coordonner certaines activités assumées par les enseignants-chercheurs. La question que les observateurs se posent selon le journal La Griffe, celle de savoir si les nouvelles mesures prises
prise par le ministre de l'Enseignement supérieur ne risque pas d'envenimer la crise qui secoue les universités publiques nigériennes, car ces mesures sont, selon le confrère, perçues comme une volonté manifeste du gouvernement à ne pas donner des solutions aux revendications des enseignants et chercheurs. Et pour finir, parlons santé. Pour ce qui concerne l'épidémie du coronavirus, le palais des congrès a servi de cadre au séminaire gouvernemental sur le coronavirus COVID-19 le 4 mars dernier. Nous apprend dans sa parution le Républicain. Le Républicain qui note qu'il s'agissait au cours de cette séance de faire appel aux spécialistes du domaine pour nous édifier davantage sur les tenants et aboutissants de cette pandémie. La rencontre va permettre au président de la République et au gouvernement de faire face aux défis qu'oppose cette calamité. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se produit, a souligné Brigitte Raffini, tout en insistant sur le caractère inquiétant de cette terrible maladie qui se propage de manière fulgurante à travers le monde depuis que la République populaire de Chine l'a annoncé en décembre 2019. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.